On va donc démarrer ces rencontres par les premiers intervenants. Je vais appeler Frédéric Ducarme et pendant qu'il arrive, qu'il arrive à ce pupitre, je vais vous le présenter. Vous avez donc une double formation complète en sciences humaines et sciences biologiques. Avant de vous spécialiser en écologie, vos thèmes de recherche incluent l'histoire de l'idée de la nature et de ses représentations, l'éthique environnementale, la théorie de la conservation et la biodiversité marine. C'est pas mal. Vous êtes chercheur dans l'équipe Transition écologique, expérience de nature, également du CNRS, Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne. Vous êtes enseignant en master biodiversité, écologie, évolution, enseignant également à Sciences Po au master Environmental Policy et responsable de la chaire Outre-mer, plongeur et spécialiste de la biodiversité marine. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais c'est déjà pas mal pour un petit bonhomme. Voilà, donc je vous laisse la parole pour une quarantaine de minutes. Et puis voilà, on aura quelques questions à l'arrivée. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, si une seule de ces institutions voulait bien me donner au moins un SMIC, ce serait super. C'est l'état de la recherche actuellement. On va commencer, comme il y a beaucoup de naturalistes ici, on va commencer avec un peu de philosophie. Je vous ai trouvé un super sujet qui pourrait être au bac, peut-être même à l'agrégation. Quand la nature change, est-ce toujours la nature ? Alors je ne vous laisse pas 4 heures, je vais essayer de vous le faire en 40 minutes. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a du chemin. Alors, comme toujours en philosophie, il faut commencer par définir les termes qu'on emploie. Et ça va être le gros problème avec la nature. Donc je vais vous faire un plan très classique en 3 parties, comme les bons élèves ont appris à le faire, en commençant par des définitions, en considérant ensuite la nature comme cette toile de fond relativement fixe d'une histoire humaine qui, elle, ne l'est pas, avant de voir comment on est passé de l'histoire naturelle à l'histoire de la nature et comment on a remarqué que la nature aussi changeait, avait une histoire. Et ensuite, enfin, l'émergence de ce qu'on appelle l'anthropocène, des changements globaux, et est-ce que c'est la fin de la nature ? Donc, qu'est-ce que la nature ? C'est une question vaste qui a fait l'objet de ma thèse. Donc c'est pratique, ça me permet d'y répondre un peu plus facilement. Le gros problème du mot nature, et ça depuis Aristote, c'est le problème de ce concept, c'est qu'il a plein de définitions, complètement contradictoires. Moi, dans mes travaux, j'en ai isolé 4 principales, que je vous donne ici. La première, c'est la nature vue comme un grand tout. C'est la nature des physiciens. Donc l'ensemble de l'univers, en tant qu'il est le lieu, la source et le résultat de tous les phénomènes physiques, dont vous êtes soumis aux lois de la nature. Si je vous chauffe un petit peu trop, vous allez brûler. Si je vous sèche, je peux faire plein de choses. Si je vous lâche dans le vide, vous allez tomber. Vous êtes soumis aux lois de la nature. Cette nature-là se distingue de tout ce qui serait le surnaturel, ce qui désobéirait aux lois de la nature. Chose assez rare, c'est ce qu'on appelle un miracle. Donc ça relève du surnaturel, du divin, du métaphysique et de l'irréel si on justement ne croit pas au surnaturel. Cette définition-là de la nature, elle inclut l'homme complètement et elle est relativement statique. C'est celle des physiciens. Il y a des lois de la nature qui ne changent pas. La gravité, actuellement, s'applique sur vous. Si vous étiez à l'autre bout de la galaxie, les mêmes lois de la gravité s'appliqueraient de la même manière. Et dans 1 milliard d'années, ce sera la même chose. Et il y a 1 milliard d'années, c'était la même chose. C'est fixe. Une deuxième définition, c'est la nature vue comme l'ensemble de la réalité matérielle en tant qu'elle ne résulte pas de la volonté humaine. Donc cette fois-ci, la nature est définie par rapport à l'homme. C'est tout ce qui n'est pas l'homme. Donc, on va l'opposer cette fois-ci à la culture. C'est le vieux couple nature-culture introduit par Cicéron, qui n'existe pas d'ailleurs dans la philosophie grecque, qui est vraiment romain. Ou la nature, sinon, distinguée par rapport à l'artifice. Ça, c'est la distinction que fait Aristote. Ce qui n'est pas pareil, l'artifice et la culture. Ou la nature par rapport à l'intentionnalité, notamment dans mon corps. Dans mon corps, il y a des processus que je maîtrise, le fait de vous parler actuellement, des processus que je ne maîtrise pas, le fait que mon cœur batte. Donc je vais tendre à dire que là, ce qui est naturel, c'est que mon cœur batte. Je n'ai pas d'action dessus, c'est spontané.
le spontané par rapport au conditionné. C'est aussi un autre couple qui existe. Donc là, c'est une nature qui exclut l'homme cette fois-ci et qui est elle aussi relativement statique. Et c'est l'homme qui, lui, va faire introduire en fait l'histoire et la culture. C'est une vision qu'on peut retrouver par exemple chez Rousseau ou de manière générale au XVIIIe siècle. Troisième définition, et non des moindres, la nature cette fois-ci vue comme une force. C'est mère nature. C'est la nature qui reprend ses droits. Donc c'est la force qui est au principe de la vie et du changement. C'est ce qui va aussi apparaître dans ce qu'on va appeler la philosophie vitaliste, mais en fait, la distinction entre la vie et le non-vivant arrive relativement tard à partir du XVIIIe siècle. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, on considère que les cristaux poussent à la manière des plantes et que la différence entre les deux n'est pas forcément aussi significative. Donc là, évidemment, c'est la nature de Darwin, et en tant qu'elle s'oppose à l'inerte. Donc là, la nature n'est que changement dans cette définition-là. Vous voyez à quel point ça retourne complètement les autres. Elle inclut complètement l'homme. Vous êtes le produit de 5 milliards d'années d'évolution. Essayez d'agir en tant que tel. Et c'est une dynamique. Enfin, une dernière définition, c'est la nature cette fois-ci vue comme l'essence, l'identité. C'est-à-dire l'ensemble des propriétés spécifiques et des qualités d'un objet, qu'il soit vivant ou inerte. On parle de la nature d'un métal. Ou, vous savez, en grammaire, quelle est la nature d'un mot? Voilà. Quelle est son identité? Donc là, c'est la nature en tant qu'elle est une identité fixe et qu'elle s'oppose à ce qui serait la dénaturation, la transmutation, qui relève là de l'alchimie. Donc cette fois-ci, c'est une définition qui est distributive, c'est-à-dire que chacun a sa nature. Vous savez, je suis d'un naturel timide ou je suis d'un naturel colérique. Voilà, c'est mon identité. Et si je change, je perds un peu ma nature. Vous voyez à quel point ça concerne exactement le thème d'aujourd'hui. Et c'est parfaitement statique, puisque c'est défini par le fait que c'est statique. Vous voyez à quel point cette définition du même mot, qu'on trouve dans les mêmes dictionnaires, est radicalement contradictoire avec la précédente. Voilà donc le problème avec la nature. Voilà pourquoi beaucoup de philosophes se sont énormément méfiés de ce mot. Il n'y a pas d'article nature dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, juste une série de renvois en disant « méfiez-vous ». Aristote trouve 4 définitions contradictoires, qui ne sont pas exactement les mêmes, et lui aussi dit « méfiez-vous ». Beaucoup de gens ont dit « méfiez-vous ». Aujourd'hui encore, des gens comme Philippe Descola ou Bruno Latour. Alors, vous invite même à ne plus utiliser ce mot, sachant qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à s'y astreindre. C'est compliqué. Donc pour résumer ces 4 définitions, la première, c'est la nature vue comme le tout. La deuxième, la nature vue comme l'autre. La troisième, la nature vue comme une source, un jaillissement. Et la quatrième, la nature vue comme l'être, l'identité. Voilà. Donc c'est à partir de ces définitions qu'on va voir un petit peu l'évolution en fait, des représentations de la nature et notamment ces liens avec l'idée de la conservation de la nature. Donc la première vision qu'on peut avoir de la nature, c'est comme toile de fond fixe de l'histoire humaine. Cet arbre que mon grand-père a toujours connu, c'est l'éternité à l'échelle humaine. Hein. Cet arbre, il était là avant moi, il sera sans doute là après moi, etc. Encore mieux avec une montagne. Hein. Une montagne dont les Grecs parlaient déjà. Bon, c'est une éternité à échelle humaine. C'est une naissance fixe. Une toile de fond sur laquelle, par contre, les humains, eux, introduisent du changement, ce qu'on appelle l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remonter dans les cosmologies anciennes, et notamment de distinguer la cosmologie gréco-latine de celle chrétienne. Puisque chez les Grecs et les Latins, la nature est là avant tout. C'est-à-dire que les dieux naissent, il y a d'abord la nature, puis les dieux naissent. Les premières paroles, enfin, c'est pas tout à fait le début, mais le vrai début de la théogonie d'Hésiode commence par « au commencement était le chaos ». Puis ce chaos va s'ordonner progressivement, des dieux vont émerger. Mais il y a d'abord la nature, puis il y a les dieux. Donc la nature englobe autant les dieux que les humains, et il y a des lois de la nature qui agissent sur les deux. D'ailleurs, les dieux grecs, comme vous le savez, ont des besoins, notamment sexuels, un peu trop même. Ce sont des animaux, les dieux grecs. Ils se nourrissent, ils ont des besoins, ils sont colériques, etc. Rien à voir avec le dieu chrétien. À l'inverse, dans la cosmologie abrahamique, vous connaissez le début de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc là, on a d'abord Dieu, puis on a la nature. Et il y a toute la question de la place des humains. Les humains sont placés dans la nature, mais, d'où mon petit schéma, il dépasse un petit peu. Dieu, lui, est hors de la nature. Il la crée, il peut la détruire, il peut faire des miracles, il fait ce qu'il veut. Et les humains sont dans une place très particulière, comme ça. Donc, beaucoup d'historiens de la pensée ont imaginé que
le christianisme et la révolution du christianisme a pu changer un petit peu le rapport qu'on avait à la nature, parce que la nature est habitée par les dieux chez les Grecs et les Latins, alors que chez les chrétiens, la nature, c'est la création, mais ce qui est important, c'est le royaume de Dieu. C'est l'après, c'est le métaphysique, c'est pas le physique. Et Dieu n'habite pas la nature. La notion de lieu sacré n'existe pas vraiment dans le christianisme, hein. C'est vraiment des récupérations romaines plus tardives. Seul Dieu est sacré, la nature est beaucoup plus méprisée. Dans les deux cas, on a en tout cas une nature qui est établie selon des règles fondamentales. Dans un cas, les deux grandes règles qui vont être le cosmos et l'ananké, c'est-à-dire l'espace et le temps, qui s'appliquent aussi aux dieux chez les Grecs, et dans l'autre cas, les règles selon lesquelles Dieu a créé la Terre. Et donc, la cosmologie des physiciens, et là, autant Aristote que Descartes, Newton ou Einstein, la physique, c'est la science de l'universel. Comme je l'ai dit, E égale mc2, c'est vrai ici et maintenant, c'est vrai aussi sur Mars dans 10 000 ans. Voilà, ce sont des constantes, on parle de constantes en physique, ce qui existe beaucoup moins en biologie. Et donc, il y a l'idée que la nature, pour les physiciens, c'est ce qui n'a pas d'histoire, c'est des lois éternelles. D'où la phrase de Descartes, « Je me sers du mot nature pour signifier la matière même, en tant que je la considère avec toutes les qualités que je lui ai attribuées, comprises tout ensemble, et sous cette condition que Dieu continue de la conserver en la même façon qu'il l'a créée. » Donc l'idée que la nature, ce sont des règles éternelles. Donc la nature, pour les physiciens, c'est ce qui n'a pas d'histoire, c'est ce qui est éternel. Mais comment ça se passe pour les biologistes? C'est très différent. Alors, au XVIIIe siècle, comme la physique était le modèle de toutes les sciences, on a essayé de trouver des lois éternelles de la nature. Linné, dans son système de la nature, essaye de poser les fondements d'une cosmologie biologique raisonnée. Donc, le système de la nature de Linné, qui introduit la classification des espèces, est une analyse de l'organisation de la création divine qui réfute en fait les théories qu'il y avait à l'époque, transformistes, hybridistes ou même magiques, issues de la Renaissance et de l'Antiquité. Lui aussi dit il y a des espèces qui ont des bornes claires et qui sont éternelles. Voilà. Dieu a créé le chien et le chat. Ces deux espèces différentes, on ne peut pas les croiser. Voilà. Ce sont des unités de toute éternité. La nature, au XVIIIe siècle, est aussi c'est le moment où on l'oppose beaucoup à la culture. Et cette opposition entre nature et culture est un des fondements de la pensée des Lumières, avec notamment la notion de nature humaine, cette idée qu'il existe une nature humaine qui est universelle, et c'est l'époque aussi où on découvre les peuples lointains, et dire que ces peuples lointains sont des humains, au même titre que moi, nous partageons la même nature, ce qui nous différencie, c'est par contre la culture. Voilà. Donc c'est là que vraiment ce couple-là devient très important. Et donc, cette nature humaine, elle est universelle, elle est stable, elle est donc aussi juste et légitime, on n'a pas le choix, sous le foisonnement de ce qu'on appelle à l'époque les coutumes, qui elles sont arbitraires et potentiellement absurdes ou aliénatrices. Donc souvent au XVIIIe siècle, la politique des Lumières va être de revenir, d'essayer de trouver sous les couches de coutumes arbitraires la nature, fonder un droit naturel, une théologie naturelle, une politique naturelle, etc. Donc retrouver comme ça ce fondement. Et avec, pour mode de raisonnement, une logique d'ordre mathématique, parce que les mathématiques permettent de revenir comme ça, la logique permet de revenir à la nature. Donc il y a l'idée qu'il y a des choses qui sont naturelles et que le reste est potentiellement contre nature, et que l'horizon politique est une réconciliation avec la nature. Ça, c'est vraiment une idée du XVIIIe siècle, c'est celle de Rousseau, c'est trouver un second état de nature. La culture idéale est un second état de nature. C'est aussi en partie un retour à ce qu'on appelle les pensées naturalistes de l'Antiquité, qu'on va trouver dans l'épicurisme, le stoïcisme ou le cynisme, qui dérivaient une éthique de l'observation naturaliste. C'est-à-dire une confusion entre le descriptif et le prescriptif. On regarde comment est faite la nature et on va essayer de s'aligner sur ce qu'on voit dans la nature. Alors c'est très compliqué. Moi qui ai beaucoup travaillé sur les oursins, je n'ai pas appris grand-chose politiquement, mais ce sont des philosophies qui existent. Ce qui est intéressant, c'est que la coutume, elle aussi, se justifiait déjà par un certain naturalisme. On a toujours fait comme ça. Donc, c'est naturel. Donc, en fait, qu'est-ce qui est vraiment naturel? C'est le gros problème de la pensée des Lumières, parce qu'à cette époque-là, on va naturaliser abusivement certaines choses, et inversement, on va dénaturaliser certaines choses qui, pourtant, sont relativement partagées.
Et donc la nature comme réalité stable sous ce désordre humain, ce grand partage va vraiment se stratifier au XIXe siècle, notamment sur le plan universitaire. C'est là qu'on divise, il y a des littéraires, il y a des scientifiques. Ce n'est pas les mêmes personnes, ils n'ont pas la même nature. Un scientifique, c'est quelqu'un qui doit ne pas être capable d'écrire une phrase ou un email sans faute d'orthographe. Un littéraire, c'est quelqu'un qui doit ne pas être capable de poser une division. C'est très important. On n'a pas le droit d'être les deux. Et donc ce grand partage entre les sciences de l'homme et les sciences de la nature se met en place au cours du XIXe siècle, alors qu'avant le grand partage, c'était entre les sciences sacrées et les sciences profanes, qui disparaît. Et la théologie d'ailleurs devient une espèce d'ovni. On ne sait pas si la théologie relève des sciences de l'homme ou des sciences naturelles. Et les sciences de la nature deviennent, sur le modèle de la physique, des sciences qu'on va appeler exactes, parce qu'elles sont réputées objectives, fondées objectivement et portant sur des réalités qui sont stables, alors que les humanités, elles, sont soumises à l'infini caprice de l'histoire. Il est très difficile de faire des sciences humaines, de trouver des lois. Y a-t-il des lois dans l'histoire ? C'est une grande question. Et donc, chez Hegel, puis chez Marx, qui fut un jeune hegelien, c'est toujours l'homme qui fait advenir l'histoire sur le fond d'une nature qui est passive et inerte. Voilà. La nature n'a pas d'histoire, l'homme fait advenir l'histoire. C'est cette conception qui, chez certains auteurs récents, va être complètement inversée, comme Bruno Latour, en disant que en fait, seule la nature a une agentivité historique et l'homme ne fait que s'y greffer. Alors, ce qui est important à remarquer ici, c'est que on peut passer facilement de la valorisation de la nature, du coup, au rejet de l'idée de progrès et de l'histoire humaine. Si on oppose la nature et l'homme, et qu'on valorise la nature, on peut tendre à dévaloriser l'homme. Et d'ailleurs, il y a eu historiquement des mouvements de protection de la nature qui se sont rapprochés d'un certain essentialisme réactionnaire. Au XIXe et surtout au début du XXe siècle, les écolos sont plutôt de droite. Parce que la gauche, à l'époque, est très progressiste, et donc il y a une alliance entre des mouvements réactionnaires, régionalistes, souvent sous le parapluie de l'Action française et des royalistes, qui sont plus facilement régionalistes, et de la protection en fait, de l'identité locale à celle du patrimoine naturel. Il y a des liens qui se font. Ça, c'est intéressant parce que après la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, surtout en France, l'écologie est largement de gauche. Au début du XXe siècle, c'est le contraire. C'est ce que rappelle notamment Serge Audier dans son très beau livre « La société écologique et ses ennemis », même si lui souligne qu'il y a aussi une écologie de gauche qui existe à cette époque, mais que l'écologie va être taxée de réactionnaire. Surtout après-guerre, où cette écologie réactionnaire a été instrumentalisée pendant l'occupation, comme vous le savez bien. C'est pour ça qu'après-guerre, l'écologie a été complètement ringardisée, autant à gauche qu'à droite, parce qu'il y avait une union sacrée des communistes et des atlantistes autour de la notion de progrès et de production industrielle. Voilà. Les écolos, c'était ceux qui étaient contre le progrès, en gros. C'est comme ça qu'on les imaginait. Et donc, l'écologie a été complètement ringardisée après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'écologie n'est pas née dans les années 60, ni en 72. L'écologie est née bien avant, simplement, elle a connu vraiment une période de creux, parce que plan Marshall, parce que URSS, etc. Donc des deux côtés du rideau de fer, l'écologie est ringardisée, et elle va renaître qu'à la fin des années 60, par justement le biais de la Californie, qui n'est pas la côte est américaine, Californie qui est infusée de lecture allemande et qui va revenir en Europe dans les années 60, etc. etc. Alors aussi parce que des auteurs français ont une période souterraine comme ça et vont revenir en grâce dans les années 60-70. Souvent à côté de l'université d'ailleurs, des gens comme Ivan Illich, etc. D'où tout ça est raconté très bien dans le livre de Pierre Charbonnier, Abondance et liberté. Comment l'après-guerre a considéré que la liberté ne pouvait avoir comme condition que l'abondance, et que la condition de l'abondance, c'était la production industrielle. Donc, ceux qui étaient opposés à la production industrielle étaient plus ou moins opposés à la liberté. C'est d'ailleurs une pensée qu'on retrouve encore chez Luc Ferry, qui accuse tous les écolos d'être des nazis. C'est vraiment ce qu'il dit dans son livre. Voilà. Certains nazis étaient écolos, pas beaucoup. Est-ce que ça fait de tous les écolos des nazis ? Je ne sais pas. Mais voilà en tout cas
les antagonismes politiques qu'il y a pu y avoir au sujet de l'écologie et pourquoi l'écologie a pu changer de bord aussi dans l'histoire. Elle a été plutôt à droite dans l'entre-deux-guerres, plutôt à gauche après. Mais elle n'est pas fondamentalement ni de gauche ni de droite d'ailleurs, en tout cas selon certains philosophes. Et évidemment, cette idée de la nature fixe est complètement balayée en fait, à partir du XIXe siècle par l'arrivée de l'histoire de la nature, évidemment de Darwin notamment. Alors, Darwin n'est pas le premier, il y en a eu d'autres avant, et en fait le premier qui fait vraiment de l'histoire de la nature, c'est plutôt Buffon, mon patron au muséum, que vous voyez ici. Et d'ailleurs, alors, important petit point lexical, que signifie histoire naturelle? Parce que histoire naturelle, c'est un terme grec qu'on trouve ensuite en latin chez Pline, l'histoire naturelle de Pline. Attention, historia en grec, ça veut dire recherche. En gros, recherche scientifique. Donc l'histoire naturelle n'a rien d'historique. En gros, c'est la discipline des sciences naturelles. Elle ne devient historique que justement avec Buffon et les débuts de l'évolutionnisme au XVIIIe siècle, alors qui a été très travaillé par Michel Foucault dans Les mots et les choses, où il vous dit que bien avant Lamarck, il y a eu toute une pensée de type évolutionniste au XVIIIe siècle. Bonnet, Maupertuis, Diderot, Robinet, Maillet ont fort clairement articulé l'idée que les formes vivantes peuvent passer les unes dans les autres, que les espèces actuelles sont sans doute le résultat de transformations anciennes et que tout le monde vivant se dirige peut-être vers un point futur. C'est bien qu'on ne pourrait assurer d'aucune forme vivante qu'elle est définitivement acquise et stabilisée pour toujours. Donc là, vous voyez que c'est des gens qui s'opposent complètement au fixisme de l'inné. Et Buffon fait partie de ces gens-là. Buffon écrit un livre qui s'appelle Les époques de la nature, qui est le premier vrai livre d'histoire de la nature, en plus de faire de l'histoire naturelle. Alors oui, c'est les débuts de la paléontologie, où il distingue... pour lui, la planète est d'abord un globe en fusion qui se refroidit, et en se refroidissant, il se contracte, et c'est là que se créent les montagnes. Puis les eaux se condensent et recouvrent les terres. Il y a un océan primordial. Buffon était très courant que sous vos pieds, là, il y a un magnifique récif de corail, et que la Bourgogne est un des endroits du monde où on trouve la plus belle diversité d'oursins tropicaux, mais c'est sous vos pieds. Puis les eaux, donc cet océan ensuite va se retirer progressivement des terres. Les premiers animaux apparaissent dans l'eau, puis vont coloniser la Terre, parce que les volcans, pour lui, fissurent l'écorce terrestre, et donc l'eau disparaît sous terre, comme ça, en partie. Et donc la vie se développe sur les terres émergées, en partant des pôles vers l'équateur, et c'est pour ça, pour Buffon, qu'on a des espèces tropicales dans le registre fossile, dans des régions peu tropicales aujourd'hui, comme la Bourgogne. C'est parce que pour lui, il y a eu un refroidissement. Ensuite, les continents se disloquent, et enfin, l'humanité apparaît. Donc c'est depuis Buffon que la Terre a une histoire. Là, il y a déjà une pensée un peu évolutionniste, puisqu'on a d'abord l'apparition de la vie progressive dans les océans, puis la conquête des terres, etc. Donc une pensée pré-évolutionniste. Évidemment, c'est Darwin qui va fonder la première vraie théorie intégrée de l'évolution, dans L'origine des espèces en 1859, en disant qu'on comprend facilement qu'un naturaliste qui aborde l'étude de l'origine des espèces et qui observe les affinités mutuelles des êtres organisés, leur rapport embryologique, leur distribution géographique, leur succession géologique et d'autres faits analogues, en viennent à la conclusion que les espèces n'ont pas été créées indépendamment les unes des autres, mais que comme les variétés, ce qu'on appelle les races pour les animaux domestiques, elles descendent d'autres espèces. Toutefois, en admettant même que cette conclusion soit bien établie, elle serait peu satisfaisante jusqu'à ce que l'on ait pu prouver comment les innombrables espèces habitant la Terre se sont modifiées de façon à acquérir cette perfection de forme et de co-adaptation qui excite à si juste titre notre admiration. Voilà. Donc, la Terre a une histoire depuis Buffon, et la vie, les espèces, ont une histoire depuis Lamarck et Darwin, les deux grands fondateurs de la théorie de l'évolution. Darwin définit d'ailleurs lui-même la nature et il reprend cette vision dynamique dont on avait parlé au début. J'entends par nature uniquement l'action. L'action globale est le produit de nombreuses lois naturelles et par loi la séquence d'événements tels que nous l'avons constaté. Donc la nature est une action pour Darwin, elle n'est que changement. Et donc si la nature vue par les physiciens c'est ce qui ne change pas, pour les gens des sciences naturelles, la nature n'est que changement. Tout prof de sciences nat passe sa vie comme ça à vous montrer des visuels dynamiques. Alors que ce soit à très grande échelle, avec toute l'évolution,
toute l'évolution de la vie sur Terre, ou à plus petite échelle, avec les successions écologiques. Quand vous avez un sol nu, vous avez d'abord une strate herbacée qui va se développer, puis une strate arbustive, puis arbusive, etc. Voilà. Donc la nature observable en perd du même coup sa normativité morale. C'est-à-dire, vu que la nature n'est pas un état, mais une succession, quel est le bon état? Quel est l'état qu'on désire? Quel est l'état qui mérite d'être conservé? Et ça, c'est la grande question de la conservation de la nature aujourd'hui. Voilà. Puisque la nature n'a plus l'identité fixe, qu'est-ce qu'on veut protéger? Est-ce que c'est mal qu'elle change? Bonne question. Et donc là-dessus, l'idée même de primitivité disparaît. On parle encore aujourd'hui de forêt primaire. C'est absurde, une forêt primaire. Une forêt primaire, c'est une notion absolument créationniste. C'est l'idée que c'est une forêt qui n'a pas changé depuis que Dieu l'a créée. Bon, j'en connais peu des forêts comme ça. Pour prendre la forêt la plus célèbre d'Europe, la forêt de Białowieża en Pologne, cette forêt qu'on appelle l'une des dernières forêts primaires d'Europe, mon collègue Marc-André Sellos dit très bien dans son beau livre Nature et préjugés, qu'en fait cette forêt, dans l'Antiquité, était une steppe, pas du tout une forêt, puis qu'elle a évolué. C'est un espace dans lequel on a retiré plein d'animaux, pour ça que la steppe s'est fermée en forêt, puis après on en a remis. On a réintroduit les bisons en 1952, mais il n'y en avait plus depuis des décennies. On a réintroduit les loups, les chevaux, donc ça change complètement le faciès de cette forêt, qu'on a impacté. On est en pleine zone de dépôt de Tchernobyl, donc elle a peut-être un petit peu été impactée, cette forêt. Elle est traversée par une clôture anti-migrants aujourd'hui, donc là aussi c'est un impact. Et l'ancienneté de peuplement de cette forêt, c'est elle-même un artefact. C'est les humains qui ont fait que cette forêt-là ne subisse pas les mêmes changements que les autres forêts. Mais finalement, ça la rend très originale, en fait, hein, et pas du tout représentative de ce qu'est une forêt européenne. Donc tout ça est le fruit d'une gestion patrimoniale. Vous voyez que la notion de forêt primaire n'a plus vraiment de légitimité. Et donc toute la question de... Alors qu'on voudrait pouvoir sauvegarder un état initial d'un écosystème, il n'y a pas d'état initial, il y a plein d'états successifs. Et où mettez-vous votre point de référence? Et donc, c'est ça, le terme qu'on utilise, c'est l'état de référence. Quand vous faites de la protection ou de la restauration des écosystèmes, quel est l'état de référence auquel vous voulez arriver? Et est-ce que c'est un état qui a existé historiquement, ou est-ce que c'est un nouvel état d'équilibre désiré, qui n'a jamais existé, mais qui va être considéré comme souhaitable? Ça peut être parfaitement constructiviste. Par exemple, ici, vous voyez, ça c'est l'évolution du lit du Rhin en 1828, 1872 et 1825. Mais 1828, c'est un état de référence, mais ce n'est pas l'état initial. Avant ça, il a encore changé, le Rhin. Il change depuis toujours, le lit du Rhin. Donc si vous voulez renaturer le Rhin, voilà, comment vous définissez ce que doit être le Rhin? Ce n'est pas facile. A-t-il une nature? Évidemment, des gens vont encore plus loin. Dans le mouvement qu'on appelle du réensauvagement, il y a des gens qui vous expliquent qu'il faudrait, en Amérique du Nord, introduire des lions, des éléphants, des animaux comme ça, parce qu'au Pléistocène, avant que les humains arrivent, il y avait des lions et des éléphants en Amérique du Nord. Alors qu'ils n'étaient pas du tout les mêmes espèces qu'en Afrique. Hein. C'était pas la même, voilà, c'était des lions, du groupe du lion, mais ça n'avait pas la même tête que celui que vous connaissez. Et donc, si on réintroduit tout ça, est-ce que vraiment l'écosystème actuel de l'Amérique du Nord va en profiter? C'est pas sûr. Comme la question de la réintroduction des mammouths en Sibérie. Si on arrivait à créer un mammouth, ce qui est déjà assez difficile, est-ce que l'écosystème sibérien actuel serait propre à accueillir ces mammouths? Est-ce que les espèces actuelles de Sibérie sont habituées à être broutées par un animal de 10 tonnes? C'est pas sûr. Donc, d'où le fait que là, on a un état de référence qui est complètement absurde et qui relève de la théologie. C'est-à-dire, c'est avant la chute, voilà, avant que les humains viennent corrompre la belle nature américaine. Mais on est vraiment dans la théologie. D'ailleurs, ça a été évidemment beaucoup dénoncé dans les sciences sociales, notamment cette idée de l'Éden vert, de revenir au jardin d'Éden, ce qui souvent suppose de virer tout le monde. Et c'est pour ça que les Indiens en Amérique du Nord ont été évacués de beaucoup de parcs nationaux dans lesquels ils vivaient pourtant depuis très longtemps, et que cette idée existe aussi en Afrique. Alors ce qui est dénoncé avec peut-être un peu d'exagération en France par le livre de Guillaume Blanc, qui tend à généraliser un peu des exemples assez isolés. Donc je suis très critique avec ce livre, mais l'idée est vraiment bonne de se méfier du mythe du retour au jardin d'Éden. Surtout que si on veut vraiment faire revenir la planète à son état initial, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Allons-y, une atmosphère hyper riche en CO2, c'est effectivement l'état initial de la planète.
Donc on est en plein dedans. Merci à nos bons pétroliers de restaurer la vraie nature, de faire revenir Make the planet great again. Great again comme il y a 5 milliards d'années. Voilà, c'est la trajectoire, donc profitons-en et remercions tous ces gens. Voilà, un bel état de référence. Évidemment, la question aujourd'hui des changements globaux a posé une nouvelle question sur ce rapport à la nature et à l'état de référence. Notamment, quand on prend comme état de référence un état ancien, peut-on revenir à un état ancien alors que le climat se réchauffe ? C'est pas sûr. Alors, je vous épargne, voilà, la question, c'est juste pour illustrer l'idée de la nature dénaturée, de tous les changements globaux, les fameuses limites planétaires, qui nous font dire que voilà, la nature, certaines personnes disent que la nature n'existe plus. Il y a un livre de Caroline Merchant, écologue américaine, qui s'appelle The Death of Nature. Et surtout chez les Américains, parce que chez les Américains, comme c'est un pays colonial, l'Amérique, ils sont vraiment heurtés à une vision binaire de la nature, où il y a une nature d'avant la colonisation qui est très idéalisée, et une nature d'après la colonisation qui est la corruption même. Alors qu'en France, on pense beaucoup plus une alliance entre la nature et la culture. On protège aussi les patrimoines. On a des espèces agricoles en France qui font partie de la biodiversité et qui ont besoin de paysages agricoles. Donc chez les Américains, non. Il y a la nature d'un côté, la culture de l'autre, et l'idée de l'interpénétration des deux est impensable. Pour ça qu'ils ont créé des parcs nationaux, qui sont la bonne excuse pour anthropiser tout le reste, vraiment ad nauseam, parce que on protège quelques parcs qui sont essentiellement situés en Alaska. Donc, on a aujourd'hui, avec ce réchauffement climatique, pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que la protection de la nature ne peut pas être un retour en arrière, parce que le réchauffement climatique, comme ça s'est dit tout à l'heure, est une fuite en avant, avec une inertie telle que, même si on stoppait complètement les émissions de CO2 aujourd'hui, il faudrait plus de 70 ans pour revenir aux conditions climatiques des années 60-70. Donc, vous connaissez le volet générationnel des scénarios du GIEC avec les différents scénarios, mais dans tous les cas, il n'y a aucun scénario, même les plus optimistes, qui voit à moyen terme une stabilisation du climat. Donc, la question à ce moment-là, comme le disait très bien un grand auteur, que faire ? Qui n'était pas le plus écolo. Alors, il y a des choses à faire, heureusement, et j'ai des collègues qui travaillent dessus. Atténuer les impacts, c'est déjà possible. On ne peut pas stopper le réchauffement climatique complètement, mais on peut en atténuer les impacts. On peut optimiser l'adaptation, à la fois la nôtre évidemment, mais aussi celle des espèces ou des écosystèmes. Il y a toute une théorie de la migration assistée, que aider les espèces à suivre en fait leur niche climatique qui change. Alors les oiseaux, eux, ils migrent facilement, pas assez vite, parce que les oiseaux ont quand même besoin de leur milieu. Ils ne peuvent pas anticiper sur leur proie, par exemple, les oiseaux. Tout oiseau français peut, s'il veut, aller en Arctique demain. Bon, le problème, c'est qu'il n'y aura rien à manger. Donc il faut qu'il attende aussi. Même les oiseaux doivent attendre que leur écosystème migre avec eux. Et évidemment, les arbres, ça migre moins vite que les oiseaux. Cette migration a besoin de connectivité. C'est toute la question des trames vertes et bleues. Et donc, notamment pour les plantes, aider ces plantes comme ça à avoir des couloirs de migration qui les emmènent vers des zones qui ne leur sont pas encore propices aujourd'hui, mais leur seront demain. Et tout ça peut être assisté par de l'ingénierie écologique. C'est pour ça que c'est un champ en plein développement. À partir de là, l'état de référence devient une construction plutôt qu'un donné. Une construction qui doit être scientifique, c'est-à-dire que les scientifiques peuvent dire qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est envisageable. Les scientifiques peuvent poser des scénarios, et à partir de là, ces scénarios, leur appropriation relève du politique. Donc évidemment, ça doit aussi être démocratique. On ne va pas imposer aux Bourguignons d'arracher la vigne pour planter de l'olivier. On va leur proposer peut-être, ou par contre faire évoluer les différents cépages, etc. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc la question, c'est quelle nature désirons-nous ? Et là, on sort de la science pour arriver dans la politique. Mais la politique éclairée par la science. Et donc l'objet de la conservation de la nature est moins un état fixe que justement un potentiel évolutif. C'est pas quel état on veut, c'est vers quoi on veut se diriger, dans quelle direction on veut aller, ensemble, nous et les écosystèmes. Donc moins une matérialité que des paramètres dynamiques.
paramètres qui vont être la biodiversité, la fonctionnalité, la résilience, la santé des écosystèmes, l'intégrité des écosystèmes. Voilà, tout ça, c'est des mots-clés importants actuellement de la recherche écologique. Donc le but ici, c'est de s'appuyer sur la dynamique de la nature pour la protéger, plutôt que de la traiter comme un parchemin sacré. Vous voyez, on revient à ces définitions. La nature, non pas comme un état, mais comme une dynamique. Dynamique dont on fait partie, mais sur laquelle on peut avoir quelques leviers aussi. D'où la formule du pilotage de la biodiversité, qui était analysée par mon collègue et ami Patrick Blandin, et qui a été aussi très bien théorisée par Catherine et Raphaël Larère, dans 2 livres, dont voici le 2e. Donc la question, en fait, la vraie question, c'est comment habiter la nature. D'où le fait que le fantasme américain dont je vous ai parlé du land sparing, c'est-à-dire qu'il y a des endroits dévolus entièrement à la nature qui sont sacrés, et vraiment, c'est très religieux le rapport aux parcs nationaux américains, et il y a des endroits qui sont dévolus entièrement aux hommes, et où là, rien n'est sacré, et vous faites ce que vous voulez. Et c'est pour ça que l'Amérique a très très peu de lois sur les OGM, les pesticides, etc. La propriété privée est sacrée aux États-Unis, donc quand vous possédez une terre, vous en êtes le maître. Donc, à la place de ce land sparing, on divise en 2 entre la nature et la culture, comme si les 2 n'allaient pas s'interpénétrer, comme si les pesticides n'allaient pas pénétrer dans les aires protégées, ou comme si les espèces sauvages n'allaient pas pénétrer aussi dans les zones cultivées. Il faut organiser le land sharing, c'est-à-dire le partage de la terre. Et c'est ça qui n'est pas facile, et c'est aussi un des grands enjeux actuellement de la pensée de la conservation de la nature. Donc, c'est-à-dire réapprendre contre ce fantasme américain de la séparation entre la nature et la culture, à vivre avec la part sauvage du monde, selon la belle formule de Virginie Maris, c'est-à-dire une part sauvage qui est dans le monde et pas au dehors. Pour ça, il faut agir sur certains leviers, agir sur la loi, agir sur la culture, agir sur l'éducation, agir sur les politiques de santé. La santé est beaucoup encore pensée comme on a peur de ce qui est sale. Je ne sais pas si vous connaissez cette belle formule de Marcel Pagnol, hein, ah, va te laver les mains. Mais maman, va te laver les mains, elles sont sales. Mais maman, c'est pas sale, c'est de la terre. Là, on a beaucoup pensé depuis Pasteur que la vie, c'était ce qui était sale. Et que le propre, c'était ce qui était mort. Pour ça, quand on nettoie, on utilise des poisons, des alcools, des acides, des solvants, des machins comme ça. On met des poisons partout en disant, maintenant, c'est propre. Des pesticides. Donc, l'idée, c'est d'assurer une vraie transition, qui ne soit pas un simple verdissement, et une transition aussi vers une autre façon de penser nos rapports à la nature. Oui, il y a des animaux. Il y a des animaux même qui peuvent être dangereux. Ben ouais, mais on ne va pas les parquer. Ils sont là, ils existent, donc c'est à nous aussi de nous adapter. Oui, celui-là, c'est pas le plus facile avec lequel cohabiter, mais il va falloir quand même. Frédéric ? Oui. Encore 5 minutes. Ça tombe bien. Merci. J'arrive à ma conclusion bientôt. Donc c'est pour ça qu'il faut passer d'un changement subi à un changement qui est consenti et organisé. On ne peut pas tout arrêter et figer la nature. Et il ne faudrait pas. Ce serait contre nature de figer la nature. J'espère vous l'avoir montré. Mais il faut assurer un changement qui soit désirable. Donc la nature, ou plutôt notre environnement, va changer. Mais nous pouvons faire qu'elle change en pas trop mal. Pour cela, nous devons aussi changer. Vous connaissez peut-être la célèbre phrase de Lampedusa, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Et donc, on doit changer tous ensemble pour arriver vers un changement qui soit désiré et désirable. Donc, le changement organisé est aussi la seule condition à laquelle on peut préserver une certaine continuité. Si on subit le changement, il n'y aura jamais de continuité. Par contre, si on oriente et qu'on organise le changement, on peut essayer de faire qu'il y ait de la continuité et sauver ce qui peut l'être. Donc pour conclure, j'espère vous avoir montré que la nature n'a pas d'identité. Le climat de Bourgogne, les climats de Bourgogne n'étaient pas les mêmes il y a 100 ans, il y a 150 ans. Et peut-être que les vins de Bourgogne d'il y a 200 ans, aujourd'hui vous auriez du mal à les boire. Et que ceux qu'on fera dans 100 ans vous paraîtront très étonnants. Et c'est très bien, ça évolue. Mais ça reste du bon vin de Bourgogne. Et donc, la nature ne doit pas être confondue avec un état qu'on voudrait fixer à tout jamais. La nature n'a pas d'éternité. Donc la penser, ou a fortiori la définir en opposition aux humains, c'est devenu absurde. Les humains, ils sont là, hein, on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Même si ces relations sont complexes et parfois antagonistes.
et parquer, mettre sous cloche la nature, avec l'idée que les humains n'agiront pas dessus, le réchauffement climatique, de toute façon, agit partout, même là où les humains ne sont pas directement. Les microplastiques atteignent tous les écosystèmes. Donc c'est pas la préservation d'un État, quelque part, d'un Éden, n'est pas réaliste. La nature pourrait plutôt être considérée comme un ensemble de potentialités et de trajectoires qui sont évolutives à tous les niveaux. Et c'est comme ça qu'il faut penser la nature si on veut pouvoir vraiment bien la protéger. La nature change en permanence et les humains sont un facteur de plus en plus central de ce changement. Donc tout l'enjeu est d'aller vers un co-changement qui soit maîtrisé et désirable et qui n'érode pas le potentiel évolutif et créatif de la nature. Il y a des espèces qui vont s'éteindre. À nous de faire en sorte que la nature garde le potentiel d'en créer de nouvelles après. Il faut donc fonder nos solutions sur et avec la nature. J'étais hier au congrès français de la nature organisé par l'IUCN qui a développé la notion de solution fondée sur la nature. C'est un concept très important. C'est seulement comme ça qu'on peut avoir un futur désirable en harmonie entre les sociétés humaines et la nature dans un changement qui soit permanent mais aussi soutenable. Donc s'appuyer sur la nature pour protéger la nature et pour faire évoluer les sociétés humaines. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Frédéric pour cet éclairage qui est, je pense, très très précieux pour nos rencontres et savant et nous a appris plein de choses. En fait, j'avais plein de questions, mais vous y avez répondu en partie. Et du coup, je vais repartir juste sur votre dernière. C'est pas la peine de la présenter. Voilà, cette idée de solution fondée sur la nature. Je me dis que dans les immenses changements auxquels on assiste aujourd'hui, que ce soit par l'effondrement de la biodiversité et les bouleversements climatiques, l'état de référence. Les assemblages entre espèces, les cohabitations entre espèces sont tellement nouvelles que on a peut-être du mal à y retrouver nos petits, nos connaissances, et que du coup, oui, solutions fondées sur la nature, oui, s'adapter, mais on s'adapte sur un peu des sables mouvants, y compris peut-être en connaissance, et du coup, ça offre plein de possibles. Et je me dis que dans les solutions fondées sur la nature, il y a peut-être on va réhabiliter un certain nombre de cultures et d'expériences de nature qui jusque-là, en tout cas au XXe siècle, n'étaient peut-être pas pris en compte. Et je pense notamment à des populations qui vivent au contact de la nature depuis très longtemps, qui ne s'en sont pas trop éloignées et qui, tout en vivant ces dynamiques dont vous parliez, peut-être ont des choses à nous apprendre. Oui, tout à fait. J'ai écrit récemment un article qui sera bientôt publié dans une revue américaine où j'essaie de parler aux Américains d'un mot intraduisible qui est le mot terroir. Terroir. Et comment justement ce mot, qui sent la ringardise, en fait peut être un concept hyper important de la transition écologique. Comment la notion de terroir, c'est aussi le résultat d'une coadaptation d'humains et d'environnement sur le long terme, coadaptation aussi des semences. Et là, dehors, j'ai vu qu'on avait une tente qui diffuse des semences paysannes. C'est-à-dire qu'actuellement, dans tous les États-Unis, on plante le même maïs, qui en plus est un maïs qui n'est pas comestible pour les humains. C'est du dent corn, donc qui est utilisé pour le bétail ou pour l'industrie. Et comme c'est le même maïs du Dakota du Nord à la Floride, eh ben, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? On est obligé d'ingénierer les sols à mort pour que ce même maïs puisse pousser identiquement dans des États qui ont des climats qui n'ont rien à voir. Le terroir, c'est tout le contraire de ça. Les climats de Bourgogne, c'est ça. C'est que d'un côté ou de l'autre de la même colline, on ne plante pas du tout le même type de vin, le même type de vigne, et ça ne donnera pas du tout le même vin. C'est l'adaptation aux conditions locales. Et ça fait aussi des semences qui sont plus résistantes à la fourchette de variation locale en termes d'eau, en termes de climat, etc. Et à l'heure où, souvenez-vous, la grande révolution des OGM, c'était les années 90. C'était il y a 30 ans. On vous promettait des tomates qui allaient faire 15 kilos, on allait régler le problème de la faim dans le monde, etc.
Où en est-on 30 ans plus tard? La seule chose qu'on a développée avec les OGM, c'est des semences qui résistent à des herbicides, qui ont complètement flingué les sols. Et en termes de production, alors que la France a freiné des cas de fer, et on nous promettait que c'était la fin de l'agriculture française, et que l'Amérique allait inonder le monde de ses produits, on ne l'a pas vu. L'Amérique, de toute façon, l'essentiel de leur maïs, maintenant, il sert à faire des biocarburants. Donc, justement, une agriculture de l'adaptation, et qui s'appuie sur des savoirs locaux, sur du long terme, sur des savoir-faire aussi. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Moi, j'habite à Montreuil, à côté de Paris. Vous connaissez peut-être les murs à pêche de Montreuil. C'est génial. Le pêcher, qui est un arbre méditerranéen, on est arrivé à en planter en région parisienne grâce à l'ingénierie, c'est-à-dire faire des dédales de murs blancs exposés plein sud qui protègent du vent, où on palisse des pêchers et on peut faire pousser des pêchers en région parisienne et avoir des récoltes. Et la pêche est le symbole sur les armes de Montreuil, sur le blason, c'est 2 pêches. Et c'est une commune en région parisienne qui, par le génie humain, arrive à produire une plante méditerranéenne. Donc c'est assez puissant et je pense qu'il faut croire beaucoup effectivement à ces savoir-faire parce que c'est pas un retour en arrière, au contraire ça permet de penser l'avenir. Je vais peut-être prendre une question, s'il y a une question à Frédéric. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ce cadre posé avec engagement, je trouve. Vous avez parlé de définition, de réensauvagement, etc. Et vous avez éludé une question sur un mot qui est important, qui est utilisé beaucoup en ce moment, c'est le mot anthropocène. Vous savez que la communauté internationale de stratigraphie a refusé d'utiliser ce mot pour un côté méthodologique. Je connais aussi les raisons qui ont amené à proposer ce terme d'un point de vue sociologique. Est-ce que vous pourriez nous donner votre regard philosophique sur cette notion ? Oui, alors c'est un terme qui a été forgé par Paul Crutzen. L'anthropocène, c'est un beau mot hein, qui est l'idée, qui s'inscrit donc dans l'histoire stratigraphique, le Paléocène, l'Éocène, etc. L'idée qu'il y a maintenant une ère géologique qui est marquée par l'humain. Ce qui est évident du point de vue, si vous regardez le monde depuis un satellite, hein, la Terre, on ne peut pas ne pas voir les humains. Par contre, c'est une notion aujourd'hui qui est utilisée dans le champ de la sociologie, de la philosophie, qui n'a rien à voir avec la stratigraphie. Parce que cet anthropocène, il est beaucoup trop récent pour constituer une strate géologique. Donc c'est pour ça que la commission stratigraphique a dit, non, on n'a pas du tout on verra dans quelques millions d'années, mais là actuellement, c'est négligeable en termes d'épaisseur. En termes de nature, il y a peut-être des choses, hein, mais en termes d'épaisseur, c'est négligeable. Et donc, ce n'est pas un concept stratigraphique, ce n'est pas un concept géologique. C'est pas grave. C'est un concept sociologique, politique, et qui est très opérant dans ces champs-là. Donc c'est pour ça que c'est pas est-ce que l'anthropocène existe ou n'existe pas. L'anthropocène n'est pas un néon stratigraphique en géologie. L'anthropocène est un concept en sciences politiques qui est extrêmement parlant, qui a été assez bien approprié par le grand public et qui permet de mobiliser en fait la pensée. Donc c'est pour ça que moi je suis content de l'utiliser, même si je sais que ça n'a rien à voir avec la géologie. Merci beaucoup Frédéric. On va peut-être s'en tenir là à ce stade. On vous retrouve tout à l'heure dans la table ronde. Donc s'il y a d'autres questions, vous aurez tout le loisir de pouvoir les poser. Et je vais appeler tout de suite Vanessa Manseron. Je ne sais pas où elle est. Vanessa, je vous présente pendant ce temps-là que vous arrivez. Vous êtes anthropologue et chercheuse au CNRS à l'Université de Nanterre, directrice du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Vous étudiez notre rapport au vivant et menez des enquêtes de terrain en France, en Angleterre et en Italie. Et vous avez tiré de ces enquêtes un ouvrage en 2022 qui s'appelle « Les veilleurs du vivant » avec les naturalistes amateurs, publié aux éditions La Découverte. Et je vous laisse donc pour, si j'ai bien compris, plutôt 20 minutes que 15. Mais essayez de tenir ce temps-là alors. Merci beaucoup.